Alors oui, la cible des régulateurs européens, ce sont les gatekeepers, ceux qui ont les clés aujourd'hui du numérique. On va faire un point sur les négociations au niveau européen aujourd'hui pour trouver des règlements qui vont permettre de réguler ces superpuissances. On va parler donc du mode aussi de fonctionnement de ces GAFAM, l'autre nom des gatekeepers finalement. On en parle avec Anthony Level qui est le directeur des affaires publiques européennes et numériques pour TF1, membre du board de l'ACT à Bruxelles. L'ACT, c'est l'Association of Commercial Television, qui représente les intérêts des groupes audiovisuels privés auprès des institutions européennes. Vous êtes un expert en matière de réglementation, que ce soit au niveau français, européen, pour tout ce qui touche donc le domaine de l'audiovisuel et du numérique. Nous avons également avec nous en visio Jacques Kremer, qui est chercheur-professeur à Toulouse School of Economics. Vous êtes aussi membre de l'Econometric Society et de l'Association économique européenne. D'avril 2018 à mars 2019, je précise que vous avez été conseiller spécial de la commissaire européenne à la concurrence, donc Madame Verstager. À ce titre, vous avez coécrit le rapport Competition Policy for the Digital Era, qu'on peut donc traduire par la politique de la concurrence à l'ère numérique. Et vous participez bien évidemment très activement à ces discussions autour de la réglementation des big tech. Ça fait 3 noms pour les désigner. Ils sont tellement importants aujourd'hui. Mais quand même, ça mérite de revenir sur quand même une définition. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui au niveau européen les gatekeepers ? Alors merci beaucoup Delphine déjà pour votre invitation et pour permettre à TF1 de s'exprimer finalement sur le sujet des gatekeepers, sachant qu'on verrait, on a une vision un peu originale des choses. Alors oui, puisque vous me lancez là-dessus, petite parenthèse, donc en quoi un groupe audiovisuel aujourd'hui est concerné par les réglementations qui sont en cours sur le numérique ? Alors pour des raisons... On reviendra au gatekeeper après. Très bien. Alors avant tout pour des raisons on appelle ça dans la sphère bruxelloise des raisons de terrain de jeu équitable, c'est-à-dire qu'en fait il faut que sur un même marché, quand on se partage un même marché, pour TF1 c'est le marché publicitaire, mais plus globalement le marché de l'attention, il faudrait à peu près quand même que les règles soient les mêmes, en fait, que tout le monde respecte à peu près les mêmes règles pour conquérir des parts sur un même marché. C'est une question d'équité avant tout. C'est avant tout pour ça que TF1 est impliqué dans les négociations auprès des institutions. Donc aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que les médias de l'audiovisuel, la télé, est en concurrence directe avec ces clients du numérique. Bien sûr, avec les gatekeepers sur le plan du marché publicitaire, mais aussi sur plein d'autres plans. Comme je vous dis, c'est aussi avant tout, c'est la guerre de l'attention. Et tout le monde n'a pas les mêmes armes. Et en fait, c'est ça que je vais essayer de développer tout à l'heure. Si vous permettez... Oui. Peut-être pour que les gens comprennent bien, peut-être expliquer comment ça se passe aujourd'hui, comment ils sont réglementés, les gatekeepers, comment la Commission et les institutions... Alors, on va y venir. Moi, je vais déjà qu'on commence par la définition. Qui sont ces gatekeepers ? Les gatekeepers... On appelle les big tech, les GAFAM, etc. C'est pas exactement... Ils font pas tous exactement le même boulot. Ils sont, absolument Delphine, ils sont de nature complètement différente. Ils n'ont pas du tout les mêmes modèles économiques. Certains ont des modèles économiques qui se rapprochent d'autres, mais c'est vrai que c'est des entités de nature différente. Un gatekeeper, en fait, je ne vais pas vous donner la définition précise juridique telle qu'elle est prévue, mais ce sont des entreprises technologiques, puisque là on n'intervient que sur le domaine du numérique, de portée mondiale, donc c'est bien nos GAFA et nos BATX, et qui en fait peuvent créer des effets systémiques du fait de leur taille. Presque involontairement, j'ai envie de dire, à partir du moment où un acteur comme ça, un mastodonte, fait un mouvement, il crée un sillage. Et ce sillage, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif pour les gens qui sont dans ce sillage ? C'est toute la question qui est posée aux institutions européennes. À partir de quand ils deviennent une porte d'entrée incontournable ? À partir de quand ? C'est pas forcément tous les acteurs du numérique. Absolument pas. Vous avez tout à fait raison. En fait, donc il faut définir des critères objectifs pour faire rentrer dans les mailles du filet les acteurs dont on parle. Et pas forcément que les Américains ou que les Chinois d'ailleurs. Et donc cette objectivité, elle est donnée par la Commission européenne. Elle dit en gros qu'un acteur qui a une capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus, ou qui a un chiffre d'affaires équivalent sur le territoire européen et qui en plus a, je crois, de mémoire, 250 millions d'utilisateurs européens, alors il est presque automatiquement gatekeeper. Après, la Commission prévoit une espèce de dialogue avec chaque gatekeeper pour bien vérifier qu'il est dans le scope des nouveaux règlements. Donc c'est sur sa taille, sa puissance. Par exemple, est-ce qu'on mettrait un Netflix qu'on peut imaginer en concurrence directe avec un TF1 ? Excellente question. Alors, les gatekeepers, tels qu'ils sont visés aujourd'hui par les institutions européennes, c'est uniquement les intermédiaires de l'Internet. Donc, Netflix étant un éditeur comme TF1, un éditeur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a le contrôle total de la ligne éditoriale de ce qu'il propose aux utilisateurs. Un catalogue dans le cas de Netflix ou une grille de programmes dans le cadre de TF1. Donc on il n'est met pas dans dedans. un cas particulier. Netflix n'est pas dedans. Aujourd'hui, il n'est pas concerné. Non, malgré sa taille. Malgré sa taille. On va en parler aussi donc, avec le professeur d'économie Jacques Kremer. Bonjour. Merci d'être connecté avec nous. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même
beaucoup de lois. On a un droit de la concurrence qui existe déjà en Europe. On a des lois sur les protections des consommateurs. Pourquoi cette nécessité encore d'ajouter de nouvelles règles pour les gatekeepers ? Alors, en gros, le droit de la concurrence avait été créé pour des économies où on faisait des biens de type normaux. Si vous faisiez de l'acier, on sait comment on vend l'acier, on sait quel est le prix de l'acier, et toute l'économie de ce genre de marché était très bien compris. Dans le cas de l'économie d'Internet, de l'économie digitale, nous arrivons à des types d'économies qui sont très très différentes. Alors il y a deux aspects que je voudrais mettre en avant. Le premier, c'est que agrandir sa taille ne crée pas des coûts beaucoup plus élevés. Donc pour Facebook, servir 100 millions d'abonnés ou en servir 1 milliard ne change pas énormément les coûts. Bon, c'est aussi vrai d'autres industries. Hein. Par exemple, c'est aussi vrai dans la télévision. Faire une émission de télévision pour 10 millions de personnes ou pour 1 million de personnes coûte la même chose. Et puis d'autre part, il y a cet aspect que la taille attire la taille. C'est-à-dire que plus vous avez de consommateurs, les consommateurs ou d'utilisateurs, les utilisateurs veulent communiquer entre eux et donc vous attirez d'autres utilisateurs. Et donc on arrive à des entités qui sont très grosses et avec lesquelles il est très très difficile d'entrer en concurrence. Et donc toute l'économie est complètement différente, les règles économiques sont différentes et la Commission européenne a pensé, je crois à raison, même si on peut discuter de certains des détails de la régulation, a pensé qu'il fallait d'une façon réécrire les règles pour cette nouvelle économie. Mais alors, en quoi elles ne sont plus adaptées ? En quoi elles ne répondent pas, elles ne suffisent pas aujourd'hui à répondre aux problématiques auxquelles on fait face ? C'est ça que moi j'ai du mal à comprendre aujourd'hui. Est-ce que c'est pas juste un problème d'application ? Il est très très difficile d'avoir plusieurs moteurs de recherche. Créer un moteur de recherche coûte extrêmement cher. Il est très très difficile. On ne peut pas imaginer qu'on aura un monde dans lequel on aura 10 moteurs de recherche. Donc le droit de la concurrence, en fait, est en train de vous dire vous n'avez pas le droit, alors qu'on pourrait avoir 10 moteurs de recherche, de n'en avoir qu'un. Mais le droit de la concurrence n'est pas adapté à la situation dans laquelle il y a un moteur de recherche parce que la technologie sous-jacente impose en gros qu'il y ait un seul moteur de recherche. De même, si on prend l'exemple de Facebook, il est très difficile d'imaginer qu'on ait beaucoup de Facebook parce que les gens veulent être connectés à beaucoup de personnes. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'on en ait 10. Ce n'est pas anti-compétitif qu'il y en ait vraiment qu'un ou deux, mais dans ce cas-là, le droit de la concurrence n'est plus adapté à la réglementation de ce genre de société. Ok, alors il y a aussi leur pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des problèmes que posent les pratiques de ces géants ? Alors, à partir du moment où vous êtes le maître dans votre écosystème fermé, eh bien, malheureusement, c'est peut-être la nature humaine qui fait ça, mais vous allez avoir tendance à en abuser. Tout simplement, je vous donne quelques exemples. Si vous voulez vendre quelque chose au travers de l'App Store d'Apple, eh bien, on va vous prendre une commission de 30%. 30% uniquement parce qu'en fait, vous utilisez la brique de paiement d'Apple. Et en fait, la valeur ajoutée de cette brique, elle est quand même relativement limitée puisqu'elle se borne à assurer l'authentification en fait, entre la banque et vous et chiffrer en même temps la transaction. Et c'est tout. Et en fait, si vous avez une libre concurrence dans un marché normal, vous constaterez que les prestataires en fait, facturent ça entre 5 et 3%, puisque c'est ça la vraie valeur ajoutée d'une brique de paiement. Donc typiquement, on vous enlève quand même beaucoup de marge si on vous enlève déjà 30% du chiffre d'affaires que vous avez fait sur ce type de store. Un deuxième exemple, Google Shopping, pour prendre effectivement, réagir aux propos de M. Kremer, le droit de la concurrence aujourd'hui ne permet qu'une seule chose, n'a qu'une seule arme, c'est l'abus de position dominante. Et Google Shopping est l'excellent exemple. Dont on s'est servi sur Google Shopping oui, en Europe. On s'en est servi et on a vu ses limites. Puisque pour Google Shopping, il a fallu déjà démontrer qu'ils étaient en position dominante. C'est quand même du temps, ça peut être compliqué, et surtout qu'ils se défendent très bien. Et ensuite, il faut prouver qu'il y a un abus. Une fois que l'abus a été caractérisé dans cette affaire-là, en fait, les autorités de la concurrence, en fait, proposent des remèdes. Et le temps que ces remèdes en fait se mettent en place pour les commerçants qui étaient sous-référencés en fait dans cette affaire-là, en fait ils ont eu le temps de disparaître. Et donc c'est ça les vrais constats que font. J'ai l'impression que c'est un consensus général, c'est que ce n'est plus adapté. Il faut réinventer les règles pour déjà
essayer d'annihiler le facteur temps qui joue toujours en défaveur en fait, des acteurs qui sont dans le sillage des gatekeepers. Après, d'autres abus des types du gatekeeper, ça peut être du shadow banning sur YouTube, c'est-à-dire votre sous-référencement, ou à l'inverse, le self-preferencing, donc l'auto-préférence des produits d'Amazon par exemple sur Amazon. Il y a énormément de choses comme ça. Si vous voulez faire du business sur YouTube, vous savez déjà que votre modèle économique, vous partagerez moins de 50% de la recette publicitaire. Donc un acteur comme TF1 qui... C'est-à-dire qu'à la fois ce sont des acteurs incontournables et à la fois ils ne permettent pas de bien vivre sur leur plateforme. Vous avez tout résumé. Mais on est obligé d'y aller quand même, parce que si vous n'y êtes pas, vous êtes invisibilisé dans le secteur du numérique. C'est pour ça qu'ils sont incontournables et que vous êtes obligé de jouer avec leurs règles. Et c'est pour ça. Alors, Jacques Crémer, qu'est-ce qu'on peut dire de l'approche européenne aujourd'hui? Est-ce qu'elle fait consensus dans le monde? Est-ce qu'il y a d'autres visions? Parce que ça bouge aussi aux États-Unis. Chez eux, les GAFAM commencent à être bousculés également. Oui, je voudrais juste quand même rajouter une chose. Je crois que Monsieur Level sera d'accord avec moi. Il ne faut pas oublier que ces sociétés sont aussi des sociétés qui donnent des services de très très bonne qualité. Ce sont des entreprises qui ont été extrêmement innovatives, qui ont créé beaucoup de bien-être pour les consommateurs européens. Et une grosse difficulté de la régulation, c'est qu'il faut à la fois contrôler ce qui doit être contrôlé, mais aussi s'assurer que ces entreprises puissent continuer à offrir des services aux consommateurs européens. Alors, sur les différentes approches... Et d'ailleurs, on entend les Facebook, les Google menacer de l'Europe d'avoir un web de deuxième classe et de ne pas forcément pouvoir profiter de l'ensemble des services qu'ils proposent. Alors, justement, ça, c'est très bien, vous faites le lien avec ma question sur l'approche européenne. Est-ce que l'approche européenne est la bonne? Enfin, en tout cas, selon vous. Est-ce qu'elle est peut-être trop rigide ou peut-être déjà dépassée? Et comment font les autres puissances? Alors, en gros, il y a 3 approches actuellement dans le monde. Il y a l'approche européenne, l'approche américaine et l'approche que proposent les Britanniques. Alors, je ne parlerai pas de l'approche américaine parce qu'elle est très liée au système légal américain et c'est un peu compliqué d'en discuter. L'approche européenne, comme M. Level le disait, c'est d'instituer un certain nombre de règles. Et donc, il y a 25 règles qui ont été proposées par la Commission européenne, qui sont discutées actuellement entre les institutions européennes. Par exemple, il y a une règle il y a des règles sur comment est-ce que l'App Store doit fonctionner. Il y a des règles qui disent que vous n'avez pas le droit d'imposer comme disait M. Level, vous n'avez pas le droit d'imposer aux entreprises qui sont sur l'App Store de se servir du système de paiement d'Apple. La proposition qu'ont fait les Britanniques dans ce qu'ils appellent le Digital Market Unit, l'unité de marché digital, c'est d'avoir un régulateur. Donc c'est à la place d'avoir des règles qui ont été fixées, d'avoir un régulateur à qui on confierait la mission de faire des règles et des règles sur mesure pour les différents gatekeepers. Donc ce que, en gros, les Anglais étaient sont en train de penser à faire, c'est de mettre sur place un régulateur qui commencerait en fait par réguler un ou deux des très gros acteurs, de discuter avec eux et d'essayer de faire une régulation qui soit adaptée à leur modèle de marché de façon plus précise. J'aurais préféré cette approche, tout en reconnaissant qu'elle crée un certain nombre de risques, parce qu'il faut faire très très attention à ce que ce régulateur-là puisse quand même être assez vigoureux dans son approche des gatekeepers. Ça apporte néanmoins une certaine agilité. Ça pose la question de l'efficacité des mesures qui sont en train d'être négociées aujourd'hui, mais que vaudront-elles demain ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes-vous rassuré, Anthony Level, par exemple, qui suivait très bien cette actualité réglementaire, est-ce que vous êtes rassuré par ce qui se joue là en ce moment dans le DSA, le DMA? Alors, le bilan est mitigé en réalité. L'idée est très bonne, effectivement, puisque les institutions européennes se sont dit, je vous ai parlé d'abus de position dominante, n'attendons pas tout ce process-là. Et
créons une présomption, une espèce de présomption comme quoi ils sont déjà en abus de position dominante, enfin en position dominante, pardon, et on va tout de suite leur interdire des pratiques qui leur étaient interdites par l'autorité de la concurrence après plusieurs années. Donc ça, c'est excellent. Et ensuite, effectivement, comme le disait M. Kremer, il faut assurer une certaine souplesse. Et c'est prévu puisque les actes de la Commission sont prévus pour rajouter ou enlever, éventuellement, des règles pour s'adapter en permanence, finalement, à la situation. Nous, on fait trois à cette réglementation. C'est, un, le timing. Là, on est en phase de trilogue. Vous savez, le trilogue, c'est ce dialogue de compromis entre les trois institutions européennes qui pourrait aboutir peut-être pour une mise en vigueur du DMA, Digital Markets Act, qui est dédié donc à la concurrence, 1er janvier de l'année prochaine, par exemple. Bon. Et ensuite, vous avez la mise en application de ce règlement, et donc il y a tout le process de désignation, comme je vous disais au départ, de sont-ils vraiment des gatekeepers, ce dialogue, qui peut durer quand même un an et demi. Donc est-ce qu'on ne sera pas tous déjà dans le métaverse au moment où ces règles s'appliqueront pour des fonctionnalités qui peut-être seront moins utilisées demain? On ne sait pas, mais encore une fois, il y a cette souplesse. Nous, le reproche qu'on fait, c'est sur le fond, c'est là où la Commission propose de taper sur les doigts, en réalité, des gatekeepers quand ils outrepassent certaines limites. Nous, en fait, et ça, je pense que ça résume tout, c'est nous, on propose une opération du cœur, en fait. C'est-à-dire qu'on pense que le rôle des algorithmes ne sont pas assez pris en compte, aussi bien dans le DSA que dans le DMA, c'est-à-dire aussi bien sur le plan de la responsabilité des plateformes que sur le plan de la concurrence. Parce que tout ce qui est typiquement self-preferencing, ça se règle par des algorithmes. Et il y a beaucoup de choses, et en fait presque tout se règle par les algorithmes. Et tant qu'on n'a pas un accès par le régulateur de ces algorithmes, si vous voulez, on peut revenir en détail sur comment ça se passerait, je pense qu'on n'y arrivera pas, parce que les algorithmes, ils fluctuent en permanence, ils sont secrets, ils sont cachés, et tant qu'on est réglé par des règles qu'on ne connaît pas, et qui sont cachés, qui fluctuent tout le temps, on a un vrai problème de sécurité juridique, de sécurité technique et de sécurité économique. Troisième. Le troisième, c'est que, effectivement, merci Delphine, je vois très bien, oui. Le troisième, c'est que c'est trop dédié au numérique. C'est paradoxal ce que je vous dis. Mais je pense que ce règlement ne prend pas assez en compte la future intégration verticale qui va encore s'accélérer de la part de ces secteurs-là, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'automobile, dans en fait, tous les domaines plus physiques qu'aujourd'hui. Et les effets de levier que vont créer finalement ces nouveaux silos ne sont pas véritablement encore préemptés dans ce type de règlement. Et je pense que c'est un des écueils, je ne sais pas ce qu'en pense le professeur, ce serait intéressant de savoir, on pense que ce sont ces écueils-là. Pas assez de transparence algorithmique, qui est le cœur, encore une fois, l'opération du cœur, et deux, plus d'anticipation, même si un vrai effort d'anticipation a été fait. Alors, Jacques Kremer, on vous pose la question. Alors, qu'est-ce qu'il y a précisément dans le DMA et qu'est-ce qu'il manque? Alors, il y aurait tellement à discuter sur ce que vient de dire M. Level. J'aurais envie de passer au moins deux journées. Oui, mais alors, il ne nous reste que 4 minutes en tout et pour tout. Hein. Je crois qu'actuellement, une des grandes peurs des observateurs, c'est comment est-ce que le DMA, que je connais mieux que le DSA, comment est-ce que le DMA va être mis en application. Actuellement, les ressources que la Commission semble avoir pour réguler ces énormes institutions semblent très très inférieures. Alors, c'est pas très clair exactement comment ça va se passer, mais la proposition initiale de la Commission donnait un budget qui incluait 80 personnes pour mettre en place le DMA, ce qui est visiblement très très insuffisant. Et donc il y a ce problème de moyens. Et puis, M. Level disait qu'il y avait certains des leviers, enfin des échappatoires de souplesse dans la façon dont le DMA va être appliqué. Et ils ne sont pas très très bien décrits dans le DMA. Et c'est difficile pour nous actuellement de savoir comment est-ce qu'ils vont être mis en place et est-ce qu'ils vont être souple dans les bonnes directions et pas souple dans les bonnes directions est quelque chose que nous ne savons pas. Et énormément des conséquences du DMA va dépendre de comment la Commission se sert de cet instrument qui lui sera donné. Oui, donc finalement, ça va être la question de la mise en application. Est-ce qu'on va être capable de faire respecter le règlement dont on accouche? Qu'est-ce que vous savez tous les deux d'ailleurs de ce qui se passe en ce moment au niveau des négociations? On va vers un règlement qui va se renforcer, qui va rentrer plus dans le détail, ou au contraire, on est en train de lâcher sur certains points? Jacques Kremer, peut-être? J'essaye très fort, Monsieur Level c'est sûrement mieux que moi, j'essaye très fort de ne pas suivre les détails de ces négociations. C'est trop compliqué pour moi. Alors, c'est compliqué pour moi également, bien sûr. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'on est au début de la phase des trilogues. Et on a vu que le Parlement européen, lui, avait pensé à plus de choses avec sa sensibilité, et c'est également le cas dans le DSA. Souvent, dans ces sujets numériques, le Parlement européen a une vraie valeur ajoutée par sa vision, par sa composition.
hétéroclite évidemment. Et donc il rajoute 2 choses qui sont essentielles. C'est le point de la compliance, c'est-à-dire que c'est aux gatekeepers de faire en permanence la preuve qu'ils sont compliant avec la réglementation, ce qui déjà enlève du poids de la charge de travail aux régulateurs. Le deuxième point, c'est, puisqu'on a eu Frances Haugen, on a eu la chance d'avoir les auditions de Frances Haugen, la whistleblower Facebook, eh bien il faut protéger. Il faut protéger tous les whistleblowers demain qui permettront encore une fois de lever certaines choses qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est pour moi, c'est les 2 points essentiels. Ensuite, sur la construction... Ça, pour l'instant, on en est loin quand même au niveau européen. Hein. Oui, parce qu'on a déjà un système existant qui est assez limité, c'est vrai, et nous on pense qu'il faut certainement renforcer ça pour garantir effectivement que, encore une fois je vous dis, les algorithmes sont secrets, donc on est obligé d'attendre des révélations, et c'est malheureux, et il ne faudrait pas qu'on en soit là, et pour ça il faut muscler l'Arcom demain, il faut créer un réseau en fait. C'est très bien d'avoir mis la Commission en face des gatekeepers, parce qu'en fait elle a la taille idoine. Les États ne suffisent plus, on le voit dans le dossier, vous savez, des droits voisins des entreprises de presse, on voit que Google et Meta ne jouent pas le jeu, et que même l'Espagne et l'Allemagne ont plié il y a quelques années devant cette menace parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc repartir sur la commission qui sanctionnerait. En France, on s'en sort pas trop mal aujourd'hui sur la question des droits voisins. Si on vous a voulez. réussi à négocier des choses que les autres États européens n'avaient pas négociées. Parce qu'on a pré-transposé en tout premier lieu. Et donc dans le timing, c'est nous qui sommes les premiers à nous confronter à ces négociations. Mais je suis moins positif que vous. Il y a très peu d'accords aujourd'hui qui concernent les droits voisins. Mais c'est pas le sujet. Donc le régulateur, comment le muscler? Nous, on a un triptyque. Explainability, accountability et transparency. Donc en français, accountability, c'est ce que je vous dis, c'est la compliance. La charge de la preuve de la conformité doit toujours peser sur celui qui est le plus gros. L'explainability, c'est on ne doit pas laisser le régulateur avec des centaines de milliers de lignes de code qu'il ne comprendra pas. Et ils n'ont pas assez de compétences en intelligence artificielle. Il y a des centaines de milliers de développeurs d'un côté, il y en aura quelques-uns de l'autre, ça ne va pas. Donc il faut des obligations de collaboration et d'explication de la part des plateformes. Transparence des algorithmes. Exactement, mais pas jusqu'au point d'aller voir les lignes de code. Ça ne sert à rien. Il faut juste avoir en fait accès aux effets connus des algorithmes par ces plateformes et challenger un peu, stresser un peu ces effets-là par ce qu'on appelle des chercheurs agréés qui devraient aussi avoir une certaine connaissance, pas du secret des affaires totales des plateformes, mais d'une partie, parce que le régulateur tout seul ne suffira pas et qu'il devra se faire aider par des spécialistes. Merci beaucoup. On en revient à la question, effectivement, de transparence des algorithmes et audit algorithmique. J'aurais pu poser encore la question à Jacques Reimer. Est-ce qu'on doit peut-être revoir aussi ce qu'on autorise ou pas comme modèle économique? Mais on en parlera à l'occasion d'un autre débat. Merci à tous les deux. C'était passionnant. Jacques Reimer, chercheur à la Toulouse School of Economics, et Anthony Level, directeur des affaires publiques numériques et européennes chez TF1. Juste après la pause, on retrouve notre coach start-up.